Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Déjà le dernier épisode avant les vacances estivales. Le podcast sera de retour le 18 août prochain. Une version militaire du Hummer GMC est présentée. Il semblerait que l'hydrogène prendra une place moins importante que prévu avec les véhicules lourds en Europe. Stellantis prévoit 700 km de recherche sur ces petits et moyens véhicules. En grande entrevue, on se pose la question avec 4 invités. Est-ce encore pertinent en 2023 de subventionner et d'avoir des hybrides branchables? Mais ça m'a aussi fortement donné envie de passer au tout électrique. Donc c'est comme un pas. Je pense que c'est également quelque chose de déclencheur qui peut permettre d'aller vers la réflexion qui conduirait une voiture électrique dans une famille, par exemple. Tout ça et bien plus encore dans l'épisode 154 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault. C'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% aux véhicules électriques. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. Nous y voilà déjà rendus à ce dernier épisode avant les vacances estivales. On est rendu sain et sauf, mais vraiment dû pour quelques semaines de repos. Ça va faire du bien. Donc, on va sauter 2 épisodes et vous revenir là, au mois d'août avec plein de nouvelles idées, probablement des nouveaux collaborateurs. On travaille des petites choses, des nouvelles chroniques, plein de choses intéressantes. Ne manquez pas ça. Mais d'ici là, je veux quand même prendre le temps de vous remercier, vous, les auditeurs de Silence on roule, qui êtes abonnés pour la grande majorité, téléchargés religieusement à chaque parution, les épisodes. Vous êtes des milliers à le faire à chaque fois et je vous en remercie. On a souvent aussi des messages des gens qui vont sur, par exemple, Apple Podcast et qui vont nous mettre 5 étoiles et puis qui vont mettre des petits commentaires. Je prends le temps d'en vous en lire 2. J'en ai eu 2 nouveaux cette semaine là, qui ont été mis là. Il y en a un de DJ Pew qui nous écoute en France. Petit bonjour de la France. Découverte à ce podcast grâce à Cédric Ingrand du podcast Les Doigts dans la prise. Cédric qui était également chroniqueur sur notre podcast. En fait, on se fait un échange de chroniques. Là. Donc, bien content d'avoir des auditeurs qui nous écoutent de la France et d'autres pays européens, évidemment. On a également un message de BOUFF008, Bouffe08. J'aime la balado, même si je n'ai pas encore de véhicule électrique. Ça donne une bonne image de la réalité de l'électrification des transports. Merci à vous tous qui nous écoutez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous allez tout simplement à abonnement.silenceonroule.com. C'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça va vous donner la procédure pour dire à votre téléphone ou votre tablette d'aller télécharger automatiquement les épisodes au fur et à mesure où ces derniers seront rendus disponibles. Comme ça, vous ne manquez rien. C'est simple, clair, net et précis. On a, comme dernier épisode avant les vacances, plein de belles choses. On a une chronique Tesla avec notre ami Laurent. On a également Claude Gauthier qui va nous parler de la pollution atmosphérique, de son impact. Ça va être très intéressant. En grande entrevue aujourd'hui, la pertinence des véhicules hybrides branchables dans un contexte où les véhicules 100% électriques sont de plus en plus accessibles en termes de diversité. Là, je ne parle pas en termes... On le sait que c'est long quand on les commande, mais même les hybrides branchables, c'est long. Donc, je parle en termes de modèles, d'autonomie maintenant. Donc, est-ce que c'est encore pertinent d'avoir et de subventionner des véhicules hybrides branchables? On a 4 invités qui ont leur opinion sur le sujet. Manquez pas ça, c'est fort intéressant. Mais avant d'aller écouter ça, je vous propose d'aller écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées
est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. Des images sur Internet sont apparues montrant une version militaire du GMC Hummer EV développée par la division de GM Defense, présentée lors de l'événement Modern Day Marine 2023 à Washington. La société fait référence à sa dernière création sous le nom de Electric Military Concept Vehicle. Comme son nom l'indique, il s'agit bien d'un nouveau concept. Cependant, tout en discutant avec les représentants du magazine Breaking Defense de la marine américaine, un porte-parole de la division de GM Defense a mentionné que la société veut démontrer son potentiel afin que nous puissions en discuter dans le but de façonner les besoins futurs de l'armée. Donc, l'armée américaine s'électrifie également. La perspective que les combustibles à hydrogène joueront un rôle important dans le transport routier s'estompe à chaque avancée de la technologie des batteries et des nouvelles technologies de recharge. Le dernier coup dur pour les fans d'hydrogène est venu du deuxième plus grand constructeur de camions d'Europe, MAN. Dans une entrevue accordée au journal autrichien, dis-je, le PDG de MAN, Alexander Vladkamp, a prédit que les camions qui fonctionnent à l'hydrogène ne joueront qu'un rôle mineur dans l'avenir du transport zéro émission en Europe. La mobilité électrique est le futur, a déclaré Vladkamp. La technologie est mature avec des batteries et plus efficace. Selon nos estimations, 80 à 90% des camions seront électriques. Nous réalisons maintenant que l'hydrogène vert est beaucoup trop cher. Stellantis est convaincu que dès l'an prochain, ces véhicules électriques compacts et de taille moyenne pourront rouler jusqu'à 700 km par charge. La société a fait cette déclaration mercredi dernier en dévoilant sa nouvelle plateforme de taille moyenne conçue pour loger des batteries des groupes motopropulseurs électriques. Stellantis dit que ces modèles compacts et intermédiaires seront supérieurs à la compétition qui offre en moyenne une autonomie d'environ 480 km à l'heure actuelle. Carlos Tavares, PDG de la société issue de la fusion de Fiat Chrysler et du français Peugeot, a déclaré que Stellantis prévoyait mettre sur le marché pas moins de 47 véhicules électriques dans le monde d'ici la fin de l'année prochaine. Plus d'informations sur les véhicules seront révélées plus tard dans l'année, a-t-il déclaré. Les marques automobiles chinoises devraient représenter un peu plus de 50% des voitures vendues sur leur marché domestique cette année grâce à une domination croissante des véhicules électriques, a déclaré mercredi le cabinet de conseil AlixPartners. Ce serait la première fois que les constructeurs automobiles chinois contrôlent une part majoritaire du marché chinois, le plus gros au monde. Au cours des 4 dernières décennies, le marché automobile chinois a été dominé par des marques mondiales établies telles que Volkswagen et Toyota qui opéraient des co-entreprises avec des partenaires chinois. Mais des prix compétitifs, des déploiements de plus rapides de nouveaux modèles, la montée en puissance des constructeurs nationaux et les voitures électriques comme BYD, NIO, Xpeng Motors ont changé la dynamique des constructeurs automobiles chinois. La Chine a dépassé le Japon en tant que premier exportateur mondial d'automobiles au premier trimestre de cette année. Des sources internes confirmant qu'Audi annoncera des plans d'électrification pour son usine mexicaine le 18 juillet prochain, mais le constructeur automobile nie cette information. Audi pourra en effet annoncer plus tard ce mois-ci son intention de construire des véhicules électriques dans son usine de Puebla, au Mexique. L'usine assemble déjà la Q5, son véhicule le plus vendu aux États-Unis. En tant que membre de l'empire Volkswagen, Audi est appelé à participer à la révolution électrique du constructeur automobile. La marque prévoit passer au tout électrique d'ici 2035 et l'usine mexicaine est sa seule usine en Amérique du Nord. GM a acquis la start-up des batteries Algolion, basée en Israël, pour un montant non divulgué dans le but de développer un nouvel outil qui lui permettra de faire le suivi des batteries de ses véhicules électriques. Selon un communiqué de presse de GM, la compagnie Algolion a développé un logiciel qui utilise les données du système de gestion des batteries des véhicules électriques pour identifier les anomalies dans les cellules individuelles, ce qui pourrait permettre des détections précoces d'emballement thermique et de défauts et de défaillances de la batterie. Un tel logiciel aurait pu aider l'entreprise à diagnostiquer un problème avec la Bolt EV qui a créé un potentiel risque d'incendie et peut avoir été présenté comme une solution qui aurait été moins coûteuse. À un moment donné, la solution de rappel consistait à installer une surveillance sur les batteries. Ce logiciel aurait été idéal pour le faire.
Rivian ouvrira sa première salle d'exposition Spaces au Canada le 28 juillet prochain. La salle d'exposition sera située au centre commercial The Amazing Brentwood à Burnaby, Vancouver. Cette année, Rivian souhaite se concentrer sur sa présence physique dans le commerce de détail, alors que la plupart des ventes se dérouleraient jusqu'à présent en ligne. La première boutique de Rivian a été ouverte au centre-ville de New York le mois dernier. La Chronique Tesla est une présentation de Fizz Électrique, votre seul arrêt pour tous vos projets stratégie d'infrastructure électrique. Fizz Électrique, membre de la CEMEC. 418-836-8661 ou fize.ca. How do you plan a business where you know, the rocket business, you know some of these things are going to blow up on the launch pad? How does the business plan work? I don't really have a business plan. Chronique Tesla avec Laurent Gigon. L'électrification de l'automobile franchit un jalon important avec l'adoption généralisée du NACS, North American Standard Charging Standard, un standard de recharge mis au point par Tesla. Après l'entente conclue avec Ford, ce sont General Motors, Volvo, Polestar, Rivian et Mercedes-Benz qui ont emboîté le pas. Le NACS s'impose donc comme le nouveau standard de recharge en Amérique du Nord, signant ainsi probablement la fin du CCS sur ce continent. Alors un porte-parole de Volvo a déclaré d'ici début 2024, les véhicules existants pourront utiliser le réseau superchargeur avec un adaptateur. En 2025, tous les nouveaux modèles Volvo seront équipés de la borne de recharge NACS. Les propriétaires de ces marques auront donc bientôt accès à plus de 12 000 stations superchargeurs à travers toute l'Amérique du Nord. L'impact de cette initiative sur l'industrie automobile est colossal. Le NACS, grâce à son adoption par ses constructeurs majeurs, s'installe comme le standard de recharge des véhicules électriques. Cette standardisation facilitera non seulement l'adoption des véhicules électriques, mais accélérera également la construction d'infrastructures de recharge à travers le continent. Cette large adoption du connecteur Tesla en Amérique du Nord pourrait avoir des répercussions sur l'industrie automobile mondiale. Si le succès du NACS est confirmé, il est possible que ce standard se propage aussi dans d'autres régions du monde, contribuant ainsi à l'uniformisation des systèmes de recharge à plus grande échelle. Rappelons tout de même que les lois européennes n'ont pas autorisé Tesla à utiliser son propre connecteur. Ces développements confirment donc l'avancée inexorable de la transition vers la mobilité durable et la standardisation des infrastructures de recharge. À ce jour, Hyundai et Volkswagen envisagent également de les rejoindre, mais rien n'est encore décidé. Alors quel sera le sort des autres marques telles que Toyota, Mazda ou Honda s'ils poursuivent avec l'ancien standard ? Qui voudra acheter un véhicule électrique qui ne peut pas accéder au réseau de Tesla ou qui nécessite un adaptateur ? Tesla, avec son réseau de superchargeurs hyper performant, loin devant la compétition, toujours disponible et intégré dans le système de navigation à une longueur d'avance qu'il sera difficile, voire impossible à rattraper. Et ça, les autres fabricants le savent bien, et c'est bien pour ça qu'ils ont deux choix, rejoindre ou perdre le marché. Le modèle Y continue de gagner en popularité, se hissant en deuxième position des véhicules les plus vendus aux États-Unis pour les 4 premiers mois de 2023 selon les dernières données. Il se trouve donc juste derrière le Ford F-150, le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis des décennies. Les ventes du modèle Y ont doublé par rapport à l'année précédente. Ce modèle représente maintenant plus de la moitié de toutes les immatriculations de Tesla sur la même période. C'est une prouesse remarquable pour la voiture électrique qui démontre que l'attrait pour les véhicules électriques continue de croître malgré des conditions de marché difficiles. La production du Cybertruck a commencé. Alors, qu'est-ce qui distingue le Cybertruck des autres camionnettes électriques et quel impact aura-t-il sur le marché ? Alors que le marché des camionnettes électriques commence à s'étoffer avec des concurrents comme Rivian, Ford et General Motors dévoilant leurs propres modèles, Tesla espère se démarquer de la foule avec le Cybertruck. Sa conception radicalement différente est certainement un élément distinctif. Il s'agit d'un véhicule qui ressemble plus à un concept de science-fiction qu'à une camionnette traditionnelle. En outre, il offre des caractéristiques de performance impressionnantes avec une capacité de remorquage prévue de 14 000 livres et une accélération de 0 à 100 en 3 secondes. Le Cybertruck sera également disponible avec une option de motorisation 3 moteurs, ce qui est unique parmi les camionnettes électriques. Un autre facteur de différenciation pourrait être la technologie de recharge ultra rapide de Tesla.
Si le Cybertruck est capable de se recharger aussi rapidement que prévu, cela pourrait être un avantage majeur pour les conducteurs qui utilisent leur camionnette pour des voyages plus longs ou pour des tâches professionnelles exigeantes. Le lancement de la production du Cybertruck de Tesla marque un tournant impressionnant dans l'industrie automobile. Avec sa conception futuriste, ses promesses de performance de haut niveau et sa technologie de recharge potentiellement révolutionnaire, le Cybertruck a le potentiel de transformer notre perception des camionnettes. Seul le temps nous dira si Cybertruck pourra réaliser ses promesses audacieuses et surpasser ses concurrents sur le marché des camionnettes électriques. Ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de ce véhicule sur nos routes sera une publicité gratuite et impressionnante pour Tesla. Je vous invite à lire l'excellente analyse de Pierre Langlois qui a fait le tour des avantages de la conduite autonome et qui explique pourquoi Tesla est bien positionné pour y parvenir. Vous trouverez cet article sur le site roulerelectrique.com. Le texte souligne que l'abonnement à un service de robotaxi coûtera 3 fois moins cher que la possession d'une voiture personnelle, tout en offrant un service de qualité avec moins d'inconvénients et divers avantages. Ces taxis autonomes parcourront 4 à 5 fois plus de kilomètres qu'une voiture personnelle, réduisant ainsi de 3 à 4 fois le nombre de véhicules dans les rues. De plus, ils permettront de diminuer environ 15 fois l'empreinte écologique due à la fabrication des véhicules électriques et à la consommation de matières premières. En prenant en compte le recyclage, notamment des batteries, l'empreinte écologique et la consommation de matières premières pourraient être réduites de plus de 100 fois. Selon Pierre Langlois, le matériel 4 de Tesla, un ordinateur de bord de dernière génération, est prêt pour la conduite autonome. Le dernier pas est de former ses réseaux neuronaux à l'aide de Dojo, le superordinateur de Tesla. Déjà opérationnel depuis plusieurs mois, Dojo devrait atteindre une capacité de calcul phénoménale au début de 2024 et devenir le superordinateur le plus puissant au monde d'ici la fin de 2024. Dojo sera alimenté par les caméras de millions de véhicules Tesla en circulation, ce qui est essentiel pour l'apprentissage en profondeur de l'intelligence artificielle. Le texte de Pierre Langlois conclut que les conditions sont désormais réunies pour que la conduite autonome devienne une réalité dans 1 ou 2 ans, ce qui pourrait révolutionner notre approche de la mobilité. Donc, à lire ce texte de Pierre Langlois sur le site roulerelectrique.com. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt pour une prochaine chronique. Bonjour, simplement pour vous rappeler que le podcast Silence on roule fera relâche pendant l'été. En effet, après avoir mis en onde l'épisode 154 le 14 juillet prochain, je prendrai 1 mois de vacances et nous vous reviendrons avec l'épisode 155 le 18 août. D'ici là, passez du temps en famille, reposez-vous et bonnes vacances. Silence, on roule. Vous venez de faire le saut vers l'électrique et devez réfléchir à vos recharges. Vous voulez une borne au chalet? Vous voulez une solution rapide et sans embûches? Il n'y a qu'une solution, Hydro Solutions. Depuis plus de 60 ans, Hydro Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main pour les bornes de recharge. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez une soumission gratuite et sans engagement de votre part au www.hydrosolutions.com. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche afin qu'ils prennent tout en charge. L'analyse de votre situation, l'installation d'une borne de qualité par un installateur certifié et même, au besoin, le financement sur 24 ou 48 mois. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Dans les dernières années, l'autonomie des véhicules tout électriques a considérablement augmenté d'année en année. Et puis, on en vient à un point où plusieurs personnes se posent la question dans un contexte où maintenant on peut avoir des voitures électriques avec une autonomie moyenne de tout près de 400 km. Est-il toujours pertinent de maintenir sur le marché des véhicules hybrides branchables, donc où on va traîner à la fois une technologie électrique et une technologie de véhicule à combustion, donc avec un moteur qui va fonctionner à essence? J'ai avec moi plusieurs invités pour en parler. Je vais vous les nommer en lot parce qu'ils sont plusieurs aujourd'hui. Donc, Kevin Turcotte, bonjour Kevin. Bonjour Martin. Jean-Marc JM, bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Martin. Bonjour. On a Pascal Le Giroux-Denis. Bonjour Pascal.
Bonjour, Martin. Et puis, un connu, Daniel Breton. Bonjour, Daniel. Bonjour, Martin. On se lance tout de suite dans le feu de l'action. Donc, tous les cas sont différents. Toutes les raisons pour lesquelles on fait le choix d'un véhicule qui convient à notre contexte sont différentes d'une famille ou d'une personne à l'autre. Mais j'ai envie de vous entendre sur ce sujet-là. Donc, je vais y aller tout d'abord avec Pascal. C'est à toi que je pose la question en premier. Pascal, toi, je sais que, parce qu'à l'AVEC, tu fais beaucoup d'interventions là, dans des panels où tu représentes les utilisateurs d'hybrides branchables. Parle-nous des raisons, toi, qui te motivent encore aujourd'hui à avoir une hybride branchable. Ben, de notre côté, en fait, j'ai une grosse famille. Donc, nous sommes 6 au total avec 4 enfants, 4 jeunes enfants, 4 garçons, en fait, qui jouent tous au hockey. Donc, dans les faits, on a besoin d'une grande voiture et puis on trouvait important de réduire notre consommation d'énergie fossile. Donc, on avait... initialement, on n'avait pas beaucoup d'options en tout électrique. Donc, on avait décidé d'opter pour l'hybride branchable. Et puis, depuis plusieurs années maintenant, on se déplace en Pacifica, Chrysler Pacifica, qui est une minivan, une mini-fourgonnette. Donc, on a tout l'espace dont on a besoin. Mais plus globalement, je crois... effectivement, je suis reconnue comme étant celle qui défend un peu les hybrides branchables depuis quelques années. Globalement, je crois que on a vraiment besoin de plusieurs changements sociétaires face aux enjeux globaux auxquels on fait face, notamment les changements climatiques, bien évidemment. Et je crois que ça peut être pertinent d'avoir pour la même quantité d'énergie, par exemple pour fabriquer une batterie, on pourrait avoir jusqu'à une dizaine de personnes qui peuvent conduire en voiture partiellement électrique, alors que pour avoir une voiture en tout électrique, ben on a encore besoin des batteries qui sont quand même significativement plus grosses. Donc, dans ma logique, finalement, à choisir entre une personne en tout électrique ou 10 personnes en partiellement électrique, je crois que pour accélérer le changement dans la société, c'est une des options qui est utilisable. C'est un point de vue qui est fort intéressant. Je vais demander à Kevin de nous donner son point de vue à lui. Oui, ben moi, de mon côté, on a les deux. Donc, j'ai un véhicule 100% électrique. Puis je roule 100% électrique depuis 2017. Par contre, on est maintenant à notre deuxième véhicule hybride branchable aussi, qu'on utilise comme véhicule familial pour des besoins principalement de remorquage, le camping l'été. Justement, on magasinait dans la dernière année, puis au niveau des véhicules électriques qui peuvent remorquer, l'offre n'est pas encore totalement là. Au niveau de l'autonomie en cas de remorquage, les infrastructures qui sont adaptées pour se recharger lors des déplacements, c'est un peu de ce côté-là que l'hybride branchable était une bonne option. Question de réduire la consommation d'essence beaucoup dans le quotidien pour aller travailler, les allers-retours au travail, aller faire les commissions. L'hybride branchable répond pratiquement aux besoins totalement. Là. Ça permet de rouler complètement électrique. Puis ça laisse la flexibilité ou la possibilité là, du moteur à essence qui vient assister pour lors du remorquage des vacances d'été, les plus longs trajets qu'on a à faire. Fait que c'est de ce côté-là que je trouve ça intéressant, puis que je trouve que oui, le véhicule électrique peut répondre peut-être aux besoins de 80-90% du monde aujourd'hui, grâce à l'autonomie qui a beaucoup augmenté dans les dernières années. Mais il y a quand même certains cas spécifiques qui restent un peu comme Pascal mentionnait, là, des besoins familiaux, besoin de plus d'espace, de chargement, besoin de remorquage. J'ai également des voisins qui ont des chalets éloignés, qui n'ont pas d'électricité là-bas, qui ont plusieurs heures de route à faire pour s'y rendre. Fait que c'est pas évident de dire avec un véhicule électrique, je vais traîner
quasiment une génératrice pour recharger mon véhicule là-bas. Là. Donc, c'est sûr qu'on parle de cas très. Cas d'exception, mais qui existent tout de même. Ouais, c'est ça. Jean-Marc, je serais curieux de t'entendre toi aussi de ton côté. Oui, ben en fait, moi, j'ai eu par le passé, j'en ai eu jusqu'à 2017 une hybride branchable qui était une Prius Prime toute première génération. La chose que je trouve vraiment intéressante pour la majorité des utilisateurs par rapport à ce que j'entends, vu que forcément, un peu comme beaucoup d'utilisateurs de voitures à la fois hybrides, branchables, puis électriques aujourd'hui, on est toujours fortement questionné. Il y a beaucoup de craintes en fait autour de l'électrique aujourd'hui, et c'est vrai que l'hybride branchable a l'avantage de lever beaucoup de craintes, que ce soit les craintes par rapport à des questions de grande autonomie. Là, on enlève vraiment toute la crainte par rapport à l'autonomie, puisqu'on peut faire les trajets quotidiens en mode tout électrique et sortir de son range habituel en ayant une voiture qui, en plus, va être efficace, puisque, bon, moi, je prenais ma Prius Prime, malgré des trajets relativement longs, je terminais mon année avec un 3,5 litres au 100 sur toute l'année. Donc, je trouve ça très efficace. Je rejoins également un petit peu l'argument de Pascal de dire la mobilisation des ressources. Ça prend très peu de ressources. C'est pas des grosses batteries dans des hybrides branchables. Donc, on a une sorte de mix d'efficacité en mobilisant relativement peu de ressources. Et on enlève effectivement cette crainte. Il y a aussi le ticket d'entrée qui est beaucoup plus bas, parce que une voiture aujourd'hui électrique qui permet d'avoir une autonomie de 400-500 km, il y a encore quelques années, on savait avoir des voitures électriques dans les 35 000 $. Je me souviens de ma première Ioniq. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Le ticket d'entrée, il est entre 45 000 et 50 000 $, à part peut-être la Bolt pour quelqu'un qui est très chanceux, qui arrive à en avoir une. Le ticket d'entrée est beaucoup plus bas. Je regardais une Prius Prime, on est beaucoup plus faible. Et puis, il y a aussi un avantage tout bête, c'est que la voiture l'hybride branchable, pour moi, a été source de plaisir. J'avais une voiture efficace, j'étais content en été de consommer presque rien. Mais ça m'a aussi fortement donné envie de passer au tout électrique. Donc c'est comme un pas. Je pense que c'est également quelque chose de déclencheur qui peut permettre d'aller vers la réflexion qui conduirait une voiture électrique dans une famille, par exemple. Très intéressant. Daniel, je te passe le micro, puis j'aimerais ça que tu nous en parles un peu avec un recul historique. Tu as eu des véhicules branchables bien avant la vaste majorité des Québécois, voire même des Canadiens. Tu étais un acteur important du milieu. Tu vois évoluer le marché. Tu sais de où ça vient et vers où ça s'en va. J'aimerais avoir ton opinion sur le sujet, Daniel. Ben, écoute, pour moi, les véhicules hybrides branchables ont encore une place sur le marché pour la raison fort simple qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore craintifs par rapport à l'autonomie des véhicules électriques, à la recherche de bornes de recharge qu'ils ont à faire pendant qu'ils sont sur la route. Cela dit, pour la vaste majorité des gens, l'hybride rechargeable, c'est une étape vers le 100% électrique. La plupart des gens que je connais qui ont eu des véhicules hybrides rechargeables sont éventuellement passés à un véhicule véhicule 100% électrique. Quand on parle de véhicules plus abordables, lorsque le véhicule est hybride rechargeable plutôt que 100% électrique, ça, je suis pas d'accord. Parce que je veux dire, un véhicule hybride rechargeable avec une autonomie de moindrement intéressante, il n'y a rien en bas de 55-60 000 $ aujourd'hui. Il y a le Toyota Prius Prime, la nouvelle version qui arrive à presque 50 000 $. On n'a pas d'hybride rechargeable là, à 35 000 $ qui a une autonomie intéressante. Tu parles du Chrysler Pacifica. C'est un véhicule qui coûte bien au-delà de 50 000 $, beaucoup plus proche de 60-70 000 $. Après ça, tu as Volvo. Là, on parle de véhicules à 70, 80, 90 000 $. Donc, le côté du fait que ça va être plus abordable d'avoir un hybride rechargeable avec une autonomie intéressante parce qu'on a une grosse famille, ça, je ne sais pas de quel véhicule hybride rechargeable il parle, là, mais j'en vois aucun sur le marché qui se vend en bas de 45 000 $. Ensuite, par rapport aux ressources, quand on dit, vous savez, il y a un enjeu de ressources pour fabriquer des batteries plus grosses, ça, c'est un faux enjeu. Parce que, oui, ça prend plus de ressources minérales, mais ça prend moins de ressources pétrolières. Fait qu'au final, quand on passe d'un hybride rechargeable à un 100% électrique, on prend beaucoup moins de ressources parce qu'au total, on va utiliser avec un hybride rechargeable qui fait, mettons, 3,5 litres, 4 litres au 100, on va prendre 150 fois. On va gaspiller 150 fois plus de ressources parce que c'est des ressources pétrolières qu'on gaspille. Fait que l'enjeu, ça, c'est un enjeu que j'entends beaucoup de Toyota dire on pourrait avoir plusieurs batteries pour plusieurs voitures hybrides ou hybrides rechargeables plutôt qu'une voiture électrique. Mais c'est comme si on disait tout à coup que les ressources pétrolières, ça compte pas. Le pétrole
c'est pas un enjeu, puis que du pétrole, il y en avait à l'infini. Donc, ça, c'est faux. 1. 2, ça fait pas que les véhicules hybrides rechargeables sont plus disponibles, là. Par exemple, tu prends un Toyota RAV4 Prime, dont la batterie a 17,8 kWh, si je me souviens bien, au lieu d'un BZ4X qui a une batterie de 77 kWh, mais ça fait pas que les Toyota RAV4 Prime sont beaucoup plus disponibles. Il y a 2 ans d'attente et plus. Fait que ça, c'est un faux argument qui est avancé par des constructeurs comme Toyota qui disent « Ah oui, on est capable d'en faire beaucoup plus », mais ils n'en font pas beaucoup plus. Puis ça fait des années que je le dis. Toyota nous prend pour des valises quand il nous dit que parce qu'on va être capable d'avoir plus de ressources, on va être capable de faire plus de véhicules hybrides ou hybrides rechargeables, parce que ce qu'on voit sur le terrain, dans la réalité, c'est faux. Fait que, est-ce qu'un véhicule hybride rechargeable a encore sa place? La réponse, c'est oui. Principalement parce qu'il y a certains cas de figure, effectivement, où les gens peuvent avoir besoin d'un véhicule qui, pour le moment, n'est pas disponible en version 100% électrique. C'est tout à fait vrai. Mais la principale raison, c'est surtout pour faire en sorte de faire en sorte que les gens apprivoisent la technologie puis qu'ils en passent à un véhicule 100% électrique éventuellement. Parce qu'il faut se le dire, l'autonomie des véhicules rechargeables depuis 10 ans, elle ne s'est pas améliorée, pendant que celle des véhicules 100% électriques a triplé, voire quadruplé. Ouais, effectivement, c'est souvent un point qui revient où l'écart se creuse entre les deux technologies. Moi, en fait, la question... Même, Martin, en terminant, une chose que je voudrais dire, là, quand on regarde les ventes d'hybrides rechargeables partout dans le monde, là, on est passé de la majorité des ventes à un chiffre qui diminue d'année en année en année, voire de mois en mois. Là. Les véhicules hybrides rechargeables, c'est en train de diminuer les ventes comme peau de chagrin parce que, 1, il n'y a pas beaucoup d'offres, et 2, il n'y a pas beaucoup de disponibilité de véhicules, et 3, les gens préfèrent passer par-dessus l'hybride rechargeable à ce stade-ci en 2023 dans la majorité des cas. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a des invités qui ont des situations dans lesquelles ils nous expliquent pourquoi eux, c'est le modèle de véhicule qui répond à leurs besoins. Je vais revenir avec Pascal qui nous a expliqué ça me prend un véhicule qui est assez gros pour toute ma famille, puis tout ça, puis des contraintes. Mais si demain matin, je dis n'importe quoi, Chrysler ou n'importe qui d'autre, là, sort un 100% électrique, 500 km d'autonomie, 7 places, je veux dire, essentiellement, là, la taille et le type de véhicule que tu as actuellement en hybride branchable, mais en tout électrique. Est-ce que tu as de l'ouverture à t'en aller vers ce véhicule-là, puisque c'est les raisons que tu as évoquées pour justifier que tu as un hybride branchable plutôt qu'une tout électrique? C'est certain que parce que présentement, on a 2 voitures hybrides branchables. Donc, on en a une qui est régulière 5 places. C'est un Ford C-Max qui ne se fait plus et qu'on adore. Par contre, quand notre Ford C-Max va être à la fin de sa vie utile, de notre côté, c'est certain qu'on va aller vers le 100% électrique pour la entre guillemets, petite voiture. Maintenant, pour la voiture familiale qui permet de déplacer tout le monde avec toutes les poches de hockey et tout ça, je ne sais pas si on irait demain matin en 100% électrique parce que c'est aussi une voiture qu'on utilise. Étant 6, on ne prend pas l'avion souvent, ne serait-ce que parce que ça coûte une fortune, mais aussi parce que ça pollue énormément. Donc, quand on fait des voyages, on va essayer de les faire en mode road trip, si vous me permettez l'expression. Et puis, on trouve que c'est pour l'instant plus simple de notre côté de voyager avec la possibilité d'avoir le moteur thermique qui fonctionne aussi. En tout et partout, malgré ça, il reste qu'on fait en bas de 5 litres au 100 avec une minivan qui est pleinement chargée. Donc, globalement, y compris un voyage aller-retour en Floride, par exemple, annuel, on se débrouille quand même assez bien avec une consommation relativement faible. Mais oui, on irait vers le 100% électrique éventuellement. Probablement pas demain matin, par contre. Jean-Marc, toi, je sais que tu as les deux, en fait. Tu as une Ioniq, si je ne me trompe pas. Toi ou ta conjointe, vous avez une voiture toute électrique? Non, on a juste un seul véhicule. D'ailleurs, c'est un point. Pour le moment, je reste frustré sur l'incapacité d'avoir un deuxième véhicule parce qu'il n'y a plus de petits véhicules électriques. Ça, c'est aussi une situation que je trouve un petit peu triste en matière de capacité d'achat à petit prix d'une voiture qui aurait une autonomie de 150 ou 200 km qui suffirait. Mais donc, je suis passé de la Prius Prime à une Ioniq 2017 et puis finalement sur un Kona parce que je roule beaucoup en fait. Donc un Kona maintenant, c'est ça? Oui. OK. Et tu
donc, tu es familier avec les deux. Est-ce que ton passage du hybride branchable au tout électrique, est-ce que tu as une expérience heureuse, une expérience amère, une expérience mi-figue, mi-raisin? Comment tu qualifierais le passage? C'était une expérience mi-figue, mi-raisin parce que quand je suis passé de la Prius Prime à l'Ioniq en 2017, le souci, c'est que le réseau de bornes était extrêmement mal développé et au même moment, mauvaise coïncidence de calendrier pour des raisons liées aux enfants et à leurs besoins de déplacement, j'ai dû commencer à faire des trajets plus longs que prévus. Donc, je me suis retrouvé à faire des Trois-Rivières-Montréal, Trois-Rivières-Québec très régulièrement avec l'Ioniq et avec un réseau de bornes qui était vraiment très, très, très délicat. J'ai un très mauvais souvenir d'un 25 décembre revenant de Cuba à minuit, un 25 décembre, avec une seule borne qui était entre Montréal et Trois-Rivières, je ne sais plus, au milieu de l'autoroute, là où il y en avait une seule, où maintenant il y a une super station, c'est à... Point du jour. Point du jour. Ah oui, voilà, à Point du jour. Je ne retomberai plus le nom. Mais à l'époque, ce 25 décembre-là, à Point du jour, il restait une borne, il faisait moins 20 ou moins 30 degrés. Et j'ai, comme on dit, serré les fesses pour me rendre à Berthierville avec mon petit reste d'autonomie en me disant, je croise les doigts parce que je suis en pleine nuit de Noël. Donc ça n'a pas été, j'ai regretté à la rigueur d'être passé, à ce moment-là en tout cas, de mon hybride branchable à l'électrique parce que mes trajets s'étaient agrandis et le réseau de bornes ne suivait plus. 2 ans plus tard, j'avais plus du tout la même expérience parce que le réseau s'est vraiment densifié et même avec une voiture avec 200 km d'autonomie, je faisais à peu près 50 000 km par an avec cette Ioniq. Je faisais de longs trajets avec cette Ioniq. C'était pas vraiment un problème. OK. Donc, il y a vraiment un lien direct entre la qualité de l'infrastructure de recharge et l'agréabilité de l'expérience en tout électrique qui fait que les choses ont évolué. Ça peut faire partie de la réflexion aussi quand on se pose la question, est-ce que, c'est pertinent encore d'avoir des hybrides branchables? Oui, pour les raisons qu'on a mentionnées, mais il y a probablement encore plus de cas de figure qu'on avait avant, où on peut faire le passage de l'hybride vers la tout électrique et on vit un peu moins les inconvénients. Tout de moins, Jean-Marc, ceux que tu as rencontrés. Je pense que sur la 20 sur la 40 entre Montréal et Québec, c'est maintenant plus le nombre de bornes qui manque, mais effectivement, fut une époque où c'était pas tout à fait... C'était un peu frêle, disons. Absolument. Est-ce que je peux me permettre de poser la question suivante? Je vais la poser à Kevin. Est-ce que... l'optique de quitter l'hybride branchable, c'est-à-dire que quand elle sera rendue à la fin de sa vie utile puis que viendra le temps de renouveler le véhicule, est-ce que c'est une option si au moment où tu le fais, des options tout électriques répondant à tes besoins sont disponibles sur le marché? Oui, tout à fait. C'était d'ailleurs une considération qu'on a prise cette année puisqu'on vient de renouveler le véhicule hybride branchable. Là. Donc, c'est notre deuxième Volvo. On est allé maintenant avec le XC90 avec l'autonomie prolongée. Là, c'est 53 km maintenant. Puis, on s'est beaucoup posé la question si on allait pour un deuxième véhicule électrique. Mais c'est ça, c'est vraiment les besoins de camping, en remorquage, puis nos certains besoins familiaux qui ont fait pencher la balance. Mais on s'est dit, le prochain, c'est sûr que ça va être les 2 véhicules là, en 100% électrique. Là. Pour l'instant, en ayant connu c'était quoi rouler électrique, il n'y avait comme aucune chance qu'on retourne avec un véhicule seulement à essence. C'est pour ça que le hybride branchable était une belle option. Pour toutes les autonomies, tous les avantages d'un véhicule électrique, que ce soit avec l'hybride branchable, la pré-climatisation qui se fait en étant branché sur la borne sans avoir à faire rouler le moteur, l'absence de vibration, le silence de roulement. Là. Mais oui, définitivement le prochain, là, dans une couple d'années, là, on va considérer avoir 2 véhicules électriques. Daniel, on arrive dangereusement à la fin, mais j'aimerais ça t'entendre sur le sujet suivant. Le premier, avec la vision que tu as du marché québécois, canadien en fait, là, avec ta position, mais particulièrement celui du Québec. Quel avenir vois-tu à court, moyen et long terme pour la voiture hybride branchable dans un monde où, évidemment, on pousse beaucoup le tout électrique? Ça, c'est la première partie de ma question. Et la deuxième, est-ce que la structure de subvention actuelle
qui est mise en place pour un consommateur québécois, là, avec les subventions autant provinciales qu'au fédéral. Quand on regarde ce qui est subventionné pour l'hybride branchable versus l'électrique, est-ce que tu crois que c'est adapté et est-ce que c'est voué à changer au fil du temps ou donc délaisser graduellement l'hybride branchable pour augmenter les subventions vers le tout électrique? Est-ce que tu crois que c'est ça qui est dans la mire des gouvernements? Non. En fait, moi, ce que je vois, c'est que d'abord, les subventions à l'achat de voitures hybrides rechargeables ou électriques vont disparaître avant 2030. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que l'hybride rechargeable va être voué à disparaître. Puis, d'après moi, à l'horizon 2035, il n'y aura plus d'hybrides rechargeables sur le marché parce que l'autonomie, la densité énergétique des batteries ne cesse d'augmenter, les infrastructures ne cessent de se déployer. Donc, je considère que c'est un passage, c'est un passage de transition, pareil comme l'hybride l'est depuis 25 ans. C'est-à-dire qu'on est passé de l'hybride pour lequel il y avait des subventions il y a de ça 17-18 ans parce que c'était une solution technologique qui avait sa place, l'hybride rechargeable a encore sa place, mais à terme, avec une autonomie, une densité énergétique qui va doubler et plus d'ici 2030, 2035, l'hybride rechargeable va devenir une technologie qui va être rendue plus tellement nécessaire. Donc, pour moi, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas utile, mais ça veut dire que ça va disparaître et ça va devenir de plus en plus obsolète. Cela dit, si quelqu'un a, mettons, un Toyota RAV4 Prime ou un Chrysler Pacifica PHEV, dans 10 ans, ça va être encore un véhicule qui va avoir son utilité et sa valeur. Pour tous les gens qui disent, moi, ça ne me tente pas de passer tout de suite au 100% électrique, qui ne veulent pas encore chercher de borne de recharge, l'expérience client s'améliore, va continuer à s'améliorer. Pour ceux qui ne savent pas, là, il y a eu une annonce GM Tesla il y a très, très peu de temps. Il y a eu une annonce Ford Tesla il y a une couple de semaines. Les réseaux de recharge, à mon avis, vont s'améliorer à vitesse grand V dans les prochains mois, les prochaines années. Fait que l'avenir des hybrides rechargeables, à mon avis, ça va être un avenir où les ventes vont ne cesser de diminuer. Les constructeurs automobiles vont s'en aller de plus en plus vers le 100% électrique. Peut-être un peu l'hydrogène, mais c'est une question de temps avant que ça disparaisse. Tout à fait. Moi, je vais, comme mot de la fin, ce que j'ai envie de laisser comme message, c'est évidemment dans un monde où les voitures électriques auraient toutes les mêmes caractéristiques, qualité, performance et figure d'utilisation que la voiture à essence ou la voiture hybride branchable, bien sûr qu'on pourrait dire, il pourrait rester juste les 100% électriques, puis ça serait correct. Mais dans un monde dans lequel nous sommes actuellement, ou qu'on était dans les dernières années, ça tend à changer, où il reste encore des cas de figure où la voiture hybride branchable joue un rôle, ne serait-ce, et on l'a dit pendant cette entrevue, que de permettre aux gens qui sont craintifs de mettre un pied dans l'entrée, se familiariser doucement à leur vitesse. Juste pour ça, c'est un rôle qui a été et qui est encore fantastique. Donc, j'inviterais les gens qui sont un peu, je dirais, rapides sur la gâchette pour dire qu'on devrait éliminer tout de suite toutes les voitures hybrides branchables puis que c'est un non-sens, de juste peut-être, à la lumière de l'entrevue qu'on vient de faire, voir qu'il y a des cas de figure où c'est encore utile. Et on est tous, je pense, d'accord sur le fait que la technologie répond à des besoins qu'on a. Et à partir du moment où une nouvelle technologie plus propre, plus efficace existe et qu'elle répond entièrement à ces besoins-là qu'on avait, on n'est pas plus fou que les autres. On va tous passer, mais je pense que ça a été très... Et moi, je connais personnellement, Daniel, toi aussi t'en connais, puis nos invités, c'est sûrement le cas aussi, des gens qui n'eût été d'une Chevrolet Volt, n'eût été d'une Prius, peu importe la version, ces gens-là n'auraient jamais fait le saut directement à l'électrique. Ça leur a permis de réaliser qu'ils se sont achetés une hybride branchable puis ils ont finalement mis de l'essence 3 fois dans l'année dedans. Fait qu'ils ont dit, regarde, je pense que la prochaine, elle va être tout électrique. Donc, ça joue un rôle, ou en tout cas, ça joue un rôle qui est très important. Merci, Martin. En terminant, il ne faut pas oublier une chose, c'est que dans les conditions hivernales puis dans les conditions d'utilisation de véhicules de flotte, il y a beaucoup de gens qui se procurent des véhicules hybrides rechargeables qui ne les branchent pas souvent. Je ne parle pas d'individus conscientisés, là, mais il y a beaucoup de gens qui ne les branchent pas souvent, voire pas du tout. Comme j'ai déjà écrit dans un article du Journal de Montréal, il y a 4 ans de ça, c'est-à-dire une flotte du MAPAC où les gens ne branchaient jamais leur véhicule, il n'y avait même pas installé de borne. Et ça, pour moi, c'est un problème. C'est de vraiment pas comprendre ce qu'on fait ou vouloir se donner bonne conscience, mais avec juste une moitié de l'équation. Je pense que tu avais quelque chose à ajouter, Pascal?
C'est simplement parce que j'aime beaucoup l'analogie avec l'alimentation, en fait. C'est comme quand on parle à un carnivore pur et dur ça serait vraiment bien et important qu'il devienne végétarien. C'est certain que ça se passera pas du jour au lendemain. Donc, dans certains cas, je trouve que l'hybride branchable peut servir d'étape mitoyenne, de flexitarien entre celles que j'appelle affectueusement les pétrolosaures vers le 100% électrique. Tout à fait. Puis tu parles à un amateur de barbecue, fait que après l'entrevue, je vais aller me faire un bon sandwich aux tomates, mais je vais mettre juste une tranche de bacon dedans. En ton honneur, Pascal. Les petits pas. Les petits pas. Alors, messieurs, dames, merci beaucoup pour votre présence au podcast aujourd'hui. C'était un plaisir. Grand plaisir. Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 Boulevard Parkway à Anjou, 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. Les réflexions branchées de Claude Gauthier. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle chronique. Alors, aujourd'hui, j'ai un invité spécial, Monsieur Côté. Bonjour, Monsieur Côté, comment allez-vous? Hey, ça va très bien, mon Claude. Hey, je peux te dire que je pense que je vais rester ici. On est pas mal mieux chez vous que chez nous. Comment ça se fait? Moi, je voulais pas me faire poser d'air climatisé. Je trouvais que ça vaut pas la peine, mais là, hey, ça a plus de bon sens. J'étais plus capable de rien faire. Écoute, on a couché dans le sous-sol. Moi puis Germaine, toute la semaine, puis je vais te dire, pas trop habillé, là, tu sais, comme quand on était jeune. C'est pas pire, monsieur. Fait que là, vous avez trouvé la semaine un petit peu décourageante. Hey, mais ça n'a pas de bon sens. Hey, écoute, moi, je pensais pas qu'un jour, j'allais dire qu'il faisait trop chaud. Tu sais, ici, nous autres, là, d'habitude, au Lac-Saint-Jean, c'est pas la place où on a les plus belles températures. Non, je dirais pas que c'est sûr que c'est comme la Floride. Hey, mais là, écoute, moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, des fois, au mois de juillet, là, fallait garder nos combines, mon Claude, le soir, parce qu'il faisait pas si chaud que ça. Je suis content que vous m'en parliez, Monsieur Côté, parce que vous et moi, on n'a pas tout à fait le même âge. Non, pas tellement. Mais moi aussi, là, je me souviens, là, quand j'étais jeune et beau. Ah ouais, t'as déjà été beau, toi! Monsieur Côté, voyons, restez sérieux. Oui, j'ai déjà été beau peut-être. En tout cas, on ne sait pas, là, mais j'ai certainement déjà été jeune. Donc, moi, je me souviens, écoutez, en tout cas, dans ma mémoire, là, on terminait l'école, puis je vais vous dire peut-être 1 semaine, 2 semaines avant, là, on commençait à avoir des chaleurs que des fois, c'était difficile d'être en classe, mais pas comme aujourd'hui. Hey, moi, je me souviens, écoute, on allait à l'école, puis... des fois, comme je te dis, là, on avait encore nos combines. J'ai pas de misère à vous croire parce que moi, je me souviens, là, c'est ça, on commençait à faire beau quand on finissait l'école. Puis c'était pas dur, là. Ça, c'est vraiment pas dur à savoir. On arrivait là, fin juillet, début août. Là, donc moi, j'habitais à Mistassini, le fameux Festival du Bleuet. Donc le Festival du Bleuet commençait toujours dans la première fin de semaine du mois d'août, donc fin juillet, début août.
Puis écoutez, quand on allait voir les spectacles le soir, il n'était pas question d'aller voir un spectacle en short et en t-shirt, ou à moins que ce soit vraiment là, une très belle journée puis que le soir, ça reste comme ça. Mais assez souvent, tu sais, il fallait avoir des pantalons, puis on s'emmenait une veste. Ben, moi, écoute, moi, j'allais plus à foire agricole à Saint-Félicien. Puis quand on allait là, ben, c'était exactement comme toi, là, tu sais, ça nous prenait un petit coat, là, parce que c'est sûr qu'il faisait ben trop fret pour aller là en culotte courte puis en manche courte. Ben, c'est ce que je dis exactement. Donc, c'était pas mal en même temps, hein. Le Festival du Bleuet était la fin de semaine avant, puis la foire agricole était tout de suite après. Mais, tu sais, moi, j'ai raconté ça à quelqu'un, puis c'est parce qu'on a eu une discussion où, avec les feux de forêt, c'est sûr que là, les gens ont comme vu, là, tu sais, ils le voyaient, là, on se levait le matin, le ciel était jaune, on arrivait dehors, c'était difficile de respirer. Hey, je comprends, toi. Moi, j'étais pas capable de travailler dehors non plus. Au bout d'une heure, je rentrais puis je toussais, là. Je me disais, ben voyons, c'est que j'ai là. Ben, j'imagine, là, tu sais, c'était pas mal la même affaire pour moi aussi. Fait que, tu sais, je parlais avec quelqu'un, puis là, je disais, tu sais, que c'est ça, là, on le voit, là. Puis, la personne n'avait pas trop l'air d'être inquiète. Elle disait, ben, tu sais, ça a déjà arrivé. Il y a déjà eu des feux de forêt. Oui, mais les feux de forêt arrivent quand même, on dirait, plus souvent, puis ils sont plus intenses, hein, puis pas un qu'on dirait, on le sait que c'est plus intense. Fait que j'ai dit, imagine, là, que si on pouvait voir la pollution atmosphérique, là, qui est faite par les véhicules à combustion, tous les transports qui utilisent des énergies fossiles. Hey, moi, j'aime ça quand tu utilises des gros mots de même. Ça, c'est... L'énergie fossile, c'est le gaz. Ben, c'est le gaz, tout ce qui est pétrole, gaz naturel, le diesel, tout ça. Donc, imaginez que tous les véhicules, donc, ils ont des émissions, hein, on le voit au bout du muffler, là, hein? Donc, imaginez que chaque matin, vous vous lèveriez, ça serait ça, le ciel. On verrait le soleil au travers des nuages, puis c'est pas des nuages, c'est du smog. Et l'air qu'on respirait serait exactement comme les feux de forêt. Donc là, c'est quand même bon parce que je pense qu'à la grandeur de la province, les gens ont pu le voir, ont pu le sentir, ont pu le respirer. Donc, si la pollution atmosphérique était pas incolore, était pas inodore non plus, ben dites-vous que c'est ce qu'on verrait parce que en tant que tel, c'est ce qui se passe réellement. Puis, tu sais, tout à l'heure, je vous disais, des fois, notre mémoire peut nous jouer des tours parce que j'ai justement dit la même chose à mon ami. La ville de Saint-Félicien a eu, en plein mois de juin, mi-juin, dit à ses citoyens là, qu'il fallait qu'ils utilisent l'eau avec parcimonie parce que ça commençait à être difficile là, de donner de l'eau à tout le monde. Ben oui, toi, j'ai entendu chaud une nouvelle. C'est pas drôle. Ben moi, c'est ce que je disais, mais on m'a répondu, ben non, ça a déjà arrivé d'autres années. Fait que je voulais vérifier avec la ville de Saint-Félicien, mais j'ai quand même vu un peu de données. Oui, c'est arrivé, mais normalement, ça arrive à ce temps-ci. Hein, on est rendu le 8 juillet, ou la journée où j'enregistre ma chronique. Donc, à partir du milieu juillet, oui, c'est arrivé. Ça, je l'ai déjà vu, mais je me rappelle pas que milieu juin, ça soit assez difficile. Puis, on l'a vu, là, cette semaine, Rio Tinto, qui gère le lac Saint-Jean, a dit que ça se pouvait bien que durant l'été, là, ça descende en bas de 14 pieds. Puis, je sais que dans leurs prévisions, parce que j'ai quelqu'un qui travaille justement là, me dit qu'eux autres, ils prévoient là, que dans les 5 prochaines années, ça va devenir quelque chose qui va être la normale. Puis, je suis allé voir un peu aussi là, sur les données d'Environnement Canada. Donc, j'ai les données de 1981 à 2010, mais on me donne aussi les maximums quotidiens, puis aussi les maximums d'extrêmes. Donc, j'ai regardé un peu les températures extrêmes qu'on a enregistrées en tant que telles. On va dire le point de bascule 1980. Donc, il y a eu 6 années où les maximums extrêmes ont été enregistrés après 1980. Donc là, vous allez me dire 6 sur 12. Hein? Ouais, c'est ça, c'est pas mal ça, hein, 50%. Oui, mais en tant que tel, c'est pas 50%, parce que si on prend 1980 et les températures enregistrées arrêtent en 2010, donc en tant que tel, il y a 30 ans d'un côté, alors que la date la plus lointaine qu'on a enregistrée pour les minimums extrêmes est en 1943. Donc là, on a quand même une bonne partie de ce côté-là.
J'ai hâte de voir. On va avoir bientôt les données pour 2011 à aller jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai trouvé un document aussi qui avait été donné à l'UPA, donc l'Union des producteurs agricoles là, pour la région. Puis ce qu'on prévoit, c'est qu'en 2050, on devrait avoir environ 13 jours en moyenne avec des températures au-dessus de 30 Celsius. 13 jours? Ah mais là, on en a combien à date? Ben, je vous dirais à date, je pense que ça varie en moyenne entre 6, peut-être 8 jours. Là, il faudrait que j'aille vérifier. Donc là, on donne une moyenne de 13. Ça veut dire qu'il y a des années où on peut avoir 6 jours de plus de 30 Celsius, mais il y a des étés, peut-être qu'on va avoir jusqu'à plus de 20 jours de température au-dessus de 30 Celsius. Hey! Je sais bien pas ce que je vais faire. Ben, c'est en 2050, là, les prévisions. Ah! OK! Hey! Je serai plus là. Ouf! Parce que moi, avoir chaud, là, j'aime ça un peu, mais pas tant que ça. Ben, c'est un peu ce qu'on voit, hein, puis il y a plusieurs personnes qui pensent qu'on va s'adapter. L'adaptation va se faire, mais peut-être qu'il y en a des fois qui vont trouver l'adaptation plus difficile que d'autres. Donc, rappelez-vous, avec les feux de forêt, ce que vous avez vu en tant que tel, c'est que si on voyait la pollution, on pouvait la sentir, on pouvait la respirer, donc la pollution de l'air, ben, c'est ce qu'on verrait exactement comme on a vu pendant les feux de forêt. Donc, à la prochaine. Avec le coût du carburant qui explose et l'enjeu climatique à nos portes, c'est le moment de se tourner vers des solutions durables. Chez Cubex Équipement, nous accompagnons les municipalités et les entreprises à faire ce virage vert en offrant des options 100% électriques. Depuis 2021, le Max-EV a fait son entrée remarquée sur le marché des véhicules utilitaires électriques compacts à basse vitesse. Il se distingue largement de la compétition. Les avantages d'un camion électrique sont grands. Des coûts d'opération beaucoup plus bas, aucun besoin d'éteindre le véhicule à l'arrêt, des coûts d'entretien fortement réduits et zéro émission de CO2. Le Max-EV est doté d'une transmission efficace, d'une suspension indépendante aux 4 roues, des freins à disque hydrauliques ainsi que le chauffage et la climatisation. C'est actuellement le seul véhicule de sa catégorie à être doté de batteries lithium-ion ultra performantes, à pouvoir tirer une remorque jusqu'à 1500 livres. Boîte ouverte, benne basculante, boîte cargo ou porte-échelle, Cubex Équipement saura vous fournir le modèle de Max-EV qui saura faciliter votre travail au quotidien. Le Max-EV est éligible à une subvention de 12 500 $. Pour en savoir plus, contactez-nous au 1-877-GO-CUBEX ou visitez le www.cubexltee.com. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 15 juillet de 10h à 16h, le relais électrique débarque à La Prairie. C'est au parc Lucie F. Roussel, au 1300 Chemin Saint-Jean, à La Prairie. Ensuite, du 22 au 31 juillet, c'est la grande tournée au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, du 22 au 31, l'AVEC sera à plein d'endroits au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Suivez tous les détails dans la section calendrier du site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. Conférence au Centre d'inspiration électrique Kia, qui est une conférence privée le 2 août de 18h à 20h. C'est au 1540 rue Série-Duquette à Québec. L'AVEC se recharge à l'épreuve électrique de Québec. C'est le 5 août de 10h à 17h à l'Université Laval. L'AVEC se recharge au rendez-vous électrisant Desjardins de Saint-Casimir. C'est le 12 août de 10h à 17h au stationnement de la Caisse Desjardins au 300 Boulevard de la Montagne. Ensuite, le 19 août de 10h à 16h, l'AVEC se recharge à la Family Fête de l'Épiphanie. C'est au stationnement du Loisir et Sport Lanaudière au 331 rang de Bas-Lachigan. Le relais électrique débarque à la place Longueuil le 26 août de 10h à 16h. C'est à la place Longueuil, au coin de Joliette et Saint-Charles, au 825 rue Saint-Laurent-Ouest. Et le relais électrique se recharge à Saint-Jérôme, branché. C'est à la place des festivités, le 131 rue de la Gare à Saint-Jérôme. Le tout a lieu du 3 au 4 septembre. Et finalement, l'AVEC, le club au grand souper branché Saint-Jérôme, c'est le 3 septembre 2023 de 17h à 21h sur la rue Saint-Georges. Tous les détails sur le site web de l'AVEC dans la section calendrier et événements. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire Daniel Breton, Jean-Marc JM, Pascal Giroux-Denis, Kevin Turcotte, Laurent Gigon et Claude Gauthier. À la recherche, Martin Archambault et Stéphane Levert. Merci à nos chroniqueurs Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort.
Communication, Marie-Hélène Hamelin. Thème musical, François Villot, Luc Poirier et Marie-France Falardeau. Réalisation et production, les studios Basse. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, c'est-à-dire Hydro Solutions, Précision PPF Vitres teintées, Cubex Équipement, Fils électrique, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot et le magazine L'Alternative électrique, ainsi que l'Association des voitures électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceauroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez plutôt le www.aveq.ca. Si vous avez besoin de revoir ou de réécouter nos archives, archives.silenceauroule.com. Finalement, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale au questions.silenceauroule.com. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous êtes pris la piqûre et que vous profiterez de vos vacances et que vous pourrez ainsi dire « Silence, on roule ».